Vous allez me dire? Oui. 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 Bonsoir, c'est Christian Sorel de la radio Envie de Lumière. Oui. Voilà. Je vous appelle parce que c'était pour savoir si vous étiez disponible pour une interview. Ben oui. Oui. Donc j'en suis ravi. Donc je me représente, donc Christian Estorel, animateur de la web radio Envie de Lumière. Et nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir. Et je serai ce soir avec Stéphane Chamignan et je crois avec aussi Béchir. Donc je vais commencer moi par faire une petite bio et après je passerai la parole à mes collègues et je prendrai après la fin de notre entretien. Donc pour faire rapide, parce que vous avez tout de même une vie bien remplie, donc on va essayer de faire pas trop long. Vous êtes né le 14 octobre 1947 à Roubaix. À Lille. Vous avez... À Lille. Ah, c'est une erreur de Wikipédia. Et il ne faut pas manger les torchons des serviettes. Voilà. C'est donc pour ça que vous avez été à l'école Saint-Pierre à Lille. Voilà. Voilà. Je me disais aussi, né à Roubaix, à l'école, pourquoi pas, mais bon. Et au niveau scolaire, vous avez fait quand même des sacrées choses. Vous êtes licencié en lettres, en histoire, en sciences économiques. Vous avez DES de sciences politiques et vous êtes diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris. Donc, ouais, tout le monde ne peut pas en dire autant. Hein. Donc, vous avez été chargé de travaux pratiques d'économie à la faculté de droit de Lille. Vous avez fait un stage de politique du journalisme au Monde, journalisme sur les politiques de RMC, journalisme sur TF1, tout le monde se rappelle aux 20h, sur France 2 également. D'ailleurs, vous avez gagné 5 sets d'or au total en tant que présentateur du journal du 20h, 2 pour TF1 et 3 pour France 2. Et vous avez à votre actif, moi j'ai 14 ouvrages. C'est bien ça ou j'en oublie? Oui, non, c'est tout à fait ça. C'est à peu près ça. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, donc, à part le lieu de naissance où j'ai eu la mauvaise information, finalement, vous avez plutôt bon. Voilà. Et vous êtes également connu pour vos citations de fin de journal. Aussi, et vos citations tout court. Donc, voilà. Alors, ce soir, donc, je vais passer d'abord la parole à mon collègue Stéphane, qui lui passe la parole après, rebondira. Donc, je présente d'abord Stéphane Chamignan, c'est un psychologue, préparateur mental, donc spécialiste dans ce domaine-là, et puis amoureux, spécialiste du sport aussi. Donc, je passe la parole à Stéphane maintenant. Et bien, bonjour. Bonjour, rebonjour, monsieur Mazur. Oui, je vous entends. Bienvenue. Alors voilà, bon, pour nous, c'est un honneur de vous recevoir et d'avoir un peu votre avis sur le football aujourd'hui en France. Vous savez que depuis maintenant 2 ans, le Paris Saint-Germain a été repris par un nouvel investisseur. Il y a d'autres clubs aussi qui ont bénéficié de nouveaux apports, comme l'AS Monaco, des clubs aussi venus de Ligue 2. Ouais. Là, j'aimerais avoir un peu votre avis sur ces nouveaux investisseurs, et votre avis aussi sur le football français en général à la veille de la Coupe du Monde. Ben, effectivement, il y a beaucoup d'argent qui se déverse sur un nombre de clubs un peu limité. Et vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, je suis natif de Lille et fier de l'être. Et moi, mon club de référence et de préférence, ça reste toujours mon bien-aimé LOSC, que j'allais supporter quand j'étais tout à fait adolescent. J'allais au stade, c'était le stade Henri Joris à l'époque, qui a été démoli depuis. Et je suis content de voir que mon petit LOSC, qui a beaucoup moins de pétrodollars que les autres, est tout de même arrivé 3e. Et donc, il va se faire réclamer en Coupe d'Europe, mais c'est pas grave. Nous sommes très contents d'être parvenus à la 3e place derrière les 2 mastodontes, Monaco et surtout le PSG, qui ont effectivement pas du tout le même budget de fonctionnement. Nous sommes des petits
Les Lillois, nous sommes les Lilliputiens chez les grands. Voilà. Et nous arriverons à leur tailler les croupières. Ceci dit, vous avez quand même été le champion vous avez fait quand même le doublé championnat et Coupe de France. Absolument, absolument. Oui, c'était vous. Et il y a eu une année, on m'a dit, en Coupe de France, c'était dans les avant-guerres, il y a une finale de coupe qui a opposé il y avait deux clubs de Lille, et il y a eu Lille contre Lille en finale de Coupe de France. Donc on a beau reste tout de même. Mais bon, on a quand même beaucoup moins d'argent que les Parisiens et les Monégasques. Mais heureusement, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de volonté, d'un tas de choses. On a un très très bon entraîneur, donc tout va bien. Oui, vous avez eu un très très bon aussi qui est parti à l'étranger et qui a fait ses preuves, comme Rudy Garcia. Absolument, ouais. Quelque part, il y a une marque de fabrique dans votre club football français pour les joueurs, que ce soit des joueurs ou des coachs. Pardon, j'ai pas bien entendu là, la question. Quelque part, c'est aussi une marque de fabrique sérieuse, l'Olympique Sportif Club, soit au niveau de certains joueurs ou des entraîneurs. Oui, attendez là. On est en direct ou on enregistre parce que là, c'est très très mauvais la ligne. Hein. C'était. Oui. On est en direct. On est en direct. Ah bon, d'accord. Parce que c'est très bon par moment et par moment, pourtant moi je bouge pas. Je suis dehors, mais j'ai des problèmes. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Non, je disais quelque part, c'est le LOSC, malgré qu'il n'ait pas tout cet argent à disposition et ses investisseurs, c'est un grand club et c'est aussi une marque de fabrique pour des jeunes joueurs, des grands joueurs et des entraîneurs aussi. Prenons le cas par exemple d'un joueur comme Eden Hazard. Absolument, j'allais vous en parler, oui. Malheureusement, les gens du LOSC ont dû le laisser partir parce qu'ils n'étaient pas en état, encore une fois, au niveau du carnet de chèque, de le garder, quoi. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est devenu un peu, quelque part, une sorte de marché aux esclaves, mais effectivement, c'est un peu il n'y a pas Lille et bien d'autres clubs sont un peu les formateurs, c'est des clubs qui récupèrent des jeunes prometteurs, qui les font travailler, qui les font grandir et tout ça. Et puis après, quand ces jeunes font vraiment des miracles, on est obligé de les laisser partir parce qu'ils sont trop valorisés. Et une question avant d'aborder la sélection française, parce qu'on est à la veille du départ de la Coupe du Monde, par rapport au Lille Olympique, hein, qui est un club sérieux, qui travaille bien, puisqu'on l'a vu avec peu de moyens, ce club obtient des résultats. Est-ce que vous craignez, vous, demain, cette rivalité qui va être remise à jour avec le RC Lens, puisque le RC Lens aujourd'hui se dote de... Ouais. Non, mais moi je trouve ça c'est très très bien parce que là j'enfonce des portes ouvertes. Le public en soi est un public exceptionnel, il y a une ambiance formidable dans le stade, donc ça va faire des derbies. Valenciennes part, descend et Lens remonte, donc ça fait un peu la balance. Et non, ça va faire des derbies très très chauds et effectivement on parle toujours dans la presse du derby entre Lyon et Saint-Étienne ou même entre Paris et Marseille, les éternels ennemis. Mais c'est vrai qu'entre Lille et Lens, ça a toujours beaucoup frité, mais c'est dans une bonne ambiance, quoi. Chacun en rajoute un peu son côté un peu chauvin et cocorico, mais ça fait des belles rencontres et ça fait surtout des ambiances formidables dans le stade parce que tout ça chez les ch'tis, quoi. Donc c'est le même populaire, quoi. Hein. Et puis c'est vrai que le Nord est aussi une terre de football. Il y a quand même de sacrés clubs dont là on ne parle pas, mais qui sont dans des divisions inférieures. Je crois qu'ils ont aussi un district et une ligue régionale qui comporte beaucoup de clubs, beaucoup de jeunes joueurs affiliés qui sont très bons, qui sont très forts. Et le Nord est une région de football.
absolument, mais on n'est pas les seuls, mais non, mais c'est une terre valeureuse qui a fourni plein de sportifs, mais aussi en athlétisme. On a eu Jazzy, etc. Bon, voilà. Donc, mais bon, maintenant, il ne faut pas être chauvin, tout le monde. Chacun apporte sa pierre à la maison. À la maison française qui demain est au Brésil et justement on va rebondir là-dessus sur l'équipe de France. D'abord, vous donner peut-être votre sentiment sur un joueur qui va nous manquer, Franck Ribéry, et puis parler un petit peu de l'équipe de France. Comment vous voyez comment vous voyez-vous cette équipe de France pour la Coupe du Monde? Quel est votre ressenti? Je sais plus trop quoi penser parce qu'on a à chaque fois eu des élans dans un sens ou dans l'autre qui ont été déçus ou au contraire certaines fois on se voyait mal parti, on est arrivé presque au bout, etc. Donc franchement je sais pas trop quoi en penser. J'ai vu là dans un journal aujourd'hui, je crois que c'est peut-être dans Le Monde très sérieux. Il y a un organisme qui regroupe tous les paris faits dans le monde entier. Et ils voient arriver la France en demi-finale, battue par le Brésil en demi-finale. Donc, si ça se passe comme ça, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut déjà qu'ils passent les qualifications parce que, bon, c'est évident, les Suisses sont des concurrents très très sérieux, quoi. Et donc, bon, l'Espagne, évidemment. Donc voilà, il va falloir être affûté tout de suite. Je sais pas, c'est une équipe un peu bizarre qui était vraiment capable du pire comme du meilleur. Donc on les voyait très mal partis. Et puis face à l'Ukraine, ils se sont sublimés, comme on dit, donc à la surprise générale. Et donc c'est vrai que tout le monde, honnêtement, les voyait même pas qualifiés et éliminés par l'Ukraine. Et voilà, donc je pense que on peut s'attendre à tout, le pire et le meilleur. Alors, moi qui suis préparateur mental, j'entends ce que vous dites, et vous parlez de sublimer, cette sublimation contre l'Ukraine, est-ce qu'elle peut permettre d'espérer un bon parcours, un parcours honorable, comme vous l'avez dit peut-être quand on ne les attendait pas comme en 2006? Non, mais honnêtement, je ne suis pas un spécialiste émérite du football. Hein. Franchement, je ne dis pas France Football de A à Z et autres, mais je pense qu'apparemment, d'après le ressenti qu'on peut en avoir, il y a même une bien meilleure ambiance et un bien meilleur esprit dans cette équipe qu'il y a notamment 4 ans. Donc absolument tout est possible, parce qu'individuellement, on a des gens très forts, même si effectivement, Ribéry, techniquement, est sûrement l'un des meilleurs au monde. La preuve, c'est qu'il a raté le ballon d'or et autres. Donc, il n'est pas là, mais bon, ça peut permettre de redistribuer le jeu. Et puis, de toute façon, c'est toujours très mauvais quand une équipe ne compte que sur un seul homme. Quoi. Il suffit d'un coup de fatigue ou d'un problème ou d'une exclusion pour que tout ce qui s'écroule. Donc, tout va bien, mais c'est vrai qu'apparemment, les matchs qualificatifs montrent qu'ils ont plutôt l'envie, comme dirait mon ami Johnny, ils ont plutôt l'envie d'avoir envie, quoi. Donc, après, c'est à eux de se démerder. Ma dernière question, puis je vais passer la main à mes collègues, parce que vous venez aussi d'en parler, c'est un honneur au ch'ti, Franck Ribéry, qui est quelqu'un qui a grandi, qui vient quand même d'un milieu populaire, hein, d'un milieu modeste, arrivé comme ça aux portes du Ballon d'Or et le raté de si près, qu'est-ce que ça vous a inspiré à vous? Qu'est-ce que ça quel est votre ressenti là-dessus? Non, mais moi je vois ça de l'extérieur, parce que je n'étais pas concerné. Mais apparemment, tous les gens qui se sont penchés sur la question et qui étudient ça de près disent tous que ça l'a beaucoup touché. Je crois qu'apparemment, il portait vraiment fort. Bon, il avait en face de lui même deux grands génies mondiaux du foot. Et que donc, je pense qu'il s'était un peu, dans sa tête, un peu bâti quelque chose. Et apparemment, moi, je suis pas psychologue et je suis pas
Kinésie, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus costauds que moi sur le sujet, qui disent que ça s'est déglingué un peu justement après ça, et que ces problèmes physiques sont peut-être quelque part le retour de ces problèmes, de ces déceptions, quoi. Comme toujours, on projette, on somatise dans son corps les choses positives et négatives. Et apparemment, mais ça, moi je ne suis pas psychologue et pas assez féru pour le dire, mais il y a beaucoup de gens qui semblent dire, sans connaître le sujet, disent que ça l'a vraiment cassé et que c'est depuis ce moment-là que finalement la machine ne tourne plus vraiment rond, quoi. Il y a quelque part dans sa tête, il y a quelque chose qui s'est déglingué et voilà, et on sait bien les rapports entre la tête et les jambes, et que c'est peut-être parce que la tête va plus bien que les jambes vont et que le dos va plus bien non plus. Oui, la blessure, des fois, c'est le signe de quelque chose qui invite justement les psychologues à décoder, à verbaliser. On ne sait pas, parce que tant qu'on ne fait pas un entretien avec lui, on se doit d'être correct. Mais on se dit certainement, on se dit probablement un lien entre le regard déçu à cette cérémonie et ce qui suit et ce qui vient après par la suite. Voilà. Écoutez, moi je vous remercie. Je vous remercie pour d'avoir pris le temps de répondre aux questions. J'ai un petit peu improvisé, mais c'était un grand plaisir de vous entendre. Et je vais passer la parole à mes collègues. Béchir. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, Béchir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, donc avant tout, merci à vous d'avoir passé sur notre web radio. J'aurais une première question, que je voudrais avoir votre avis sur la saison du PSG. Bah, écoutez, ils ont gagné, donc ça peut pas se passer mieux. Et à l'extérieur, effectivement, ils se sont rendus compte que le niveau européen, apparemment, ça se construit avec pas mal d'années ensemble, et qu'ils étaient peut-être encore un petit peu jeunes pour affronter le top de la FM européenne. Et puis effectivement, ils ont eu un parcours qui a été un peu raccourci, et sans doute beaucoup de déceptions, mais comme dit l'autre, on apprend beaucoup de ces défaites, de ces déceptions, de ces erreurs, etc. Donc l'année prochaine, ils sauront comment mieux gérer une compétition aussi pointue que la Champions League. Mais en France, c'était même presque un peu, c'est un peu ça qui, moi, des extérieurs, je veux dire, encore une fois, moi, je suis plutôt supporter du LOSC ou autre, ou même maintenant de Lens, mais ils étaient un peu trop forts par rapport aux autres, quoi. C'est un peu dommage quand il y a une telle marge de différence, ça tue un peu ça tue le match, quoi, comme dit l'autre. C'est comme quand on fait 8-0 face à des Jamaïcains, on sait bien, mais à la limite, il n'y a pas vraiment de match, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc j'espère que Monaco et les autres vont monter en puissance et pas les laisser partir avec 15 ou je ne sais combien de points d'avance à l'arrivée. Pour la beauté du sport. Donc il faut qu'il y ait du suspense un peu jusqu'au bout, et c'est pas. Quand une équipe domine trop le lot, pour la compétition, c'est moins bien, quoi. Ça manque de peps. D'accord. Donc, d'après vous, Loukadine a-t-il fait le bon choix en signant au PSG? Oh, alors là, vous me posez une question totalement pointue. Alors vraiment, je ne veux pas répondre parce que je vais dire vraiment des énormes banalités ou des grosses bêtises. Donc j'ai pas de point de vue, franchement. Je sais pas. Je pourrais avoir votre avis sur l'actuel, sur l'équipe de France. Voilà. Les 23, votre avis sur les 23 joueurs convoqués par Didier Deschamps. Bah, là aussi, non, mais on dit toujours qu'en France, il y a 60 millions de sélectionneurs, donc moi, j'ai une règle de vie, je fais confiance, je trouve qu'il faut laisser les gens faire leur boulot. Moi, j'ai pas le millionième de compétences
du sélectionneur. Donc je pense qu'il a fait au mieux. Il a composé l'équipe la plus performante en tenant compte un peu aussi des égos et justement en laissant sur la touche des gens comme Nasri qui sont techniquement tout à fait dans la bonne case, mais qui risquaient de poser des problèmes psychologiques et de démolir un peu l'harmonie du groupe. Donc ça, c'est vraiment son boulot. Il connaît les uns et les autres. Il sait tous ses joueurs. Il connaît les joueurs. Il sait ce qui se passe entre eux dans le vestiaire, les rivalités, quelquefois les haines ou les règlements de compte, etc. Donc moi, vraiment à ce niveau-là, je trouve que comme dans tous les métiers, il faut faire confiance aux gens qui sont en situation. Et puis après, bon, si on se fait éliminer en phase de poule, et ben voilà, on pourra s'en prendre aux sélectionneurs. Et puis c'est toujours pareil, quoi. C'est à lui, il a pris ses responsabilités. Et puis voilà, on jugera à l'arrivée. C'est vrai que ça sera toujours facile de critiquer si ça se passe mal. Et puis voilà, si ça se passe bien, on dira que c'est grâce aux joueurs. Donc c'est ce glorieux sort des sélectionneurs, des coachs, quoi. Ils sont dans la lumière un peu quand ça. On les oublie un peu quand c'est le triomphe et on leur tombe dessus quand ça se passe pas bien, quoi. Donc voilà, je pense qu'il a fait de son point de vue et le staff et même les gens qui savent ce qu'ils font. Donc il a fait les meilleurs choix possibles dans la conjoncture présente, quoi. Puis moi, c'est plutôt bien d'emmener à Rio d'emmener au Brésil des joueurs assez jeunes qui ont pratiquement jamais fait de compétition internationale parce que ça va les mettre dans le bain. Et puis comme dit l'autre, tout le monde, honnêtement, on serait vraiment très très étonné qu'ils aillent au-delà des quarts de finale. Mais bon, ce qui compte, c'est de préparer l'Euro 2016, parce que là, il faudra qu'on soit bien, qu'on sera à domicile. Donc, à mon avis, ce qui compte aussi, c'est de préparer, de semer les graines qu'il faut. On aura en 2016 une équipe qui sera vraiment, qui tiendra le choc face à l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et autres. D'accord, merci. Donc, je vous laisse avec notre spécialiste du foot féminin, Christian. Oula. Oui, je reprends la parole en fait. Et oui, je suis le monsieur foot féminin de la station, entre autres choses. Donc, mais ma question est simple parce que vous-même, vous n'êtes pas pointu dans le foot masculin, donc je n'imagine pas que vous soyez, peut-être je me trompe, voilà, mais peut-être vous n'êtes pas non plus trop pointu en foot féminin. Je voulais juste tout simplement avoir votre sentiment par rapport au foot féminin, si vous avez l'occasion de voir un petit peu de foot féminin, soit à la télé, soit donc, par plus de chance directement lors d'un match au stade. Et si vous avez un petit avis sur ce que vous avez vu, ou ce que vous savez un peu même de loin du foot féminin. Oui, il m'est arrivé honnêtement, je suis pas ça aussi, franchement, totalement attentivement, mais moi je trouve que on a été très injuste parce qu'elle joue très très bien. Et bon, ça, on parle d'un vieux fond macho qui n'épargne pas les milieux footballistiques français. Je crois qu'à commencer par les journalistes sportifs. Je pense qu'ils sont aussi dans les premiers responsables du fait que ces malheureuses joueuses qui ont vraiment beaucoup de talent et beaucoup de mérite ont eu beaucoup de mal à émerger. C'est que ceux qui auraient dû parler d'elles dans les médias et donc les journalistes sportifs Rebecca Football ont été souvent ceux qui les ont un peu enterrés, quoi. Donc c'est un peu dommage parce qu'ils ne faisaient pas leur boulot et que c'est vrai qu'il y a encore, je sais pas, 5-10 ans, ça paraissait totalement folklorique. Et puis, il y a des très, très, très bonnes équipes, la Lyon ou autres. Et c'est vrai, quand on les voit jouer, franchement, c'est pas du tout ridicule. Mais bon, je pense c'est vrai qu'il y a le milieu du foot, enfin, les Français en général, les sportifs français en général et les footeurs en particulier sont quand même assez machos, quoi. Donc,
Ça va venir, je pense que dans 5 ans, on verra des vraies compétitions à la télé à des heures décentes, parce que maintenant, c'est vrai qu'on est franchement, par exemple, les matchs sont retransmis sur des chaînes complètement confidentielles, ou alors à des heures totalement indues, et que donc c'est un peu se moquer du monde, mais c'est un peu le fait de beaucoup de sports comme ça, est très maltraité à la télé, pour plein de raisons, et c'est dommage parce qu'encore une fois, moi je pense qu'elles ont beaucoup de mérite et beaucoup de talent, et que ça mériterait vraiment d'éclater, quoi, que ça devienne presque naturel qu'un jour, un dimanche soir, sur une grande chaîne, on passe ce genre de match, ce qui paraît encore, hélas, à mon avis, relativement impensable actuellement, mais peut-être que dans 2, 3, 4 ans, on y sera. Ben, en fait, vous lancez ma question suivante par rapport au fait de est-ce que ce serait justifié ou non de diffuser des grandes rencontres sur les grandes chaînes. Et c'est vrai que, enfin, moi, personnellement, ça paraît évident que je dirais oui. Hein, samedi dernier, il y a eu la finale de la Coupe de France quand même, qui opposait les deux clubs français que sont l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Ça a été un grand match, c'était un match de niveau européen, de Ligue des Champions féminine tout de même, et on a eu du très beau jeu, on a eu de l'intensité, des fois c'est un peu âpre, et voilà, il y a quand même aussi une volonté, sa bataille ferme. Hein. Donc c'est vrai que ce soir, par exemple, bon, il y a France-Brésil qui se passe en direct de la Guyane, et c'est vrai que c'est amené sur des 17. Voilà. Et voilà. Non, justement, la finale dont vous parlez, là, ce qui me frappe, c'est que moi, justement, en zappant un peu les radios, comme je le fais souvent, c'était traité par une brève, quoi. On donnait le résultat à point barre, quoi. C'était expédié en grenouille, quoi. Donc, non, mais je vous dis, il y a une révolution culturelle à effectuer, mais ça va venir, hein. Mais je pense encore une fois, je pense que mes chers camarades reporters sportifs des grands médias sont quand même assez responsables de cet état de fait, et que dans le passé tout au moins, et que maintenant c'est à eux un peu de faire leur mea culpa et de se bouger un peu, parce qu'encore une fois, effectivement, c'est des matchs tout à fait plaisants, enfin c'est pas du tout ringard, quoi. Donc il y a bien des matchs féminins qui valent largement au niveau technique et spectacle certaines rencontres de D2 ou autres qui sont quelquefois totalement lamentables. Donc, et puis il y a peut-être en plus, il y a peut-être moins justement il y a peut-être plus de fair play dans le jeu et moins de frime dans les jeux, dans le jeu, les gens qui les fausses blessures, tout ça, c'est pas encore rentré, et ça rentrera, j'espère, pas dans les mœurs du football féminin. C'est beaucoup plus net, sincère et clair que. Non, elles n'ont pas encore rattrapé, j'espère qu'elles n'attraperont pas les vifs et de leurs confrères masculins qui savent quelquefois faire un cinéma pas possible pour simuler une blessure ou un tacle ou un faux pénalty. C'est des gens qui, je sais pas, n'ont pas une façon de jouer qui est beaucoup plus honnête. Oui, tout à fait. Et est-ce que, à vous entendre, je me dis, est-ce que Bruno Mazur, avec sa notoriété, serait prêt à participer à la promotion du foot féminin par diverses actions, en soutenant une pétition officiellement au niveau média ou autre, ou en acceptant une invitation à un match important, ou vous seriez prêt à donner ce coup de main dont le foot féminin a besoin, malgré que, voilà, par exemple, à la finale, c'était Pierre Barthès qui remettait le prix. Mais ça reste toujours des actes trop confidentiels. Et on a besoin, justement, vous disiez, de journalistes, bon, essentiellement bien sûr des journalistes sportifs, mais des grands journalistes, et vous faites partie des grands journalistes français, qui sachent aider et apporter aussi à la voix du foot féminin. Donc peut-être un jour, Bruno Mazur parlera un petit peu du foot féminin avec la voix qu'il a au niveau de la presse nationale. Oh, ça peut s'envisager, mais ça serait un coup symbolique, parce que franchement, je vous dis,
je réponds à vos questions du mieux que je peux, mais très honnêtement, je suis pas mon. J'aime bien le foot, j'y ai joué. Je vous dis, j'étais supporter quand j'étais adolescent, j'étais au poste derrière les buts. On se jouait, voilà, et donc j'ai assisté à la Coupe du Monde en 98 dans les gradins, et à presque tous les matchs, tout ça, donc j'aime bien ça, mais je suis pas un grand spécialiste, et je passe pas mes soirées à regarder la Ligue 1 le samedi soir et tout ça, quoi. J'ai un regard quand même assez détaché sur tout ça, parce qu'on revient un peu au début de la conversation. Je trouve un peu triste que ça devienne tout de même beaucoup trop un enjeu financier, quoi. Il y a des sommes en jeu, les salaires, etc. Deviennent complètement abracadabrantesques, comme on dit. Enfin, quand on se souvient, quand on sait ce que gagnaient des joueurs comme même Platini ou des gens comme Coppa à leur grande époque, ou Juste Fontaine, c'était même pas des smicards par rapport à ce que gagnent les gens de la Ligue 1 actuellement. Je trouve que trop c'est trop, quoi. Enfin, bon, ça me perturbe un peu cette escalade financière, parce que ça finit par faire un sport de mercenaires, quoi, quelque part. Donc c'est ça qui me gêne. C'est pour ça que moi j'aime bien la Coupe de France, parce que j'aime bien quand il y a des petites équipes où c'est vraiment la ville qui joue. Quand c'est un club, c'est Charcutier qui est dans les goals et qui est dans les buts, c'est l'adjoint en mer qui est à arrière droit, et ça c'est génial, parce que ça c'est vraiment le foot. Et bon, la notion d'équipe, là veut dire quelque chose. Maintenant, toutes les grandes équipes professionnelles, à Paris, il n'y a pratiquement pas de joueurs nés à Paris. À Lille, il n'y a pas de joueurs nés à Lille. À Monaco, idem. Et à Lyon, enfin, c'est des gens qui sont payés par un club, mais qui peuvent être la saison suivante dans une autre ville ou à l'étranger. Donc, la notion un peu d'aller applaudir ces petits gars derrière le but parce qu'on est fier de son maillot, c'est même un petit peu artificiel, quoi, pour moi. Donc, vous êtes finalement quand même bien un véritable amoureux du foot. Non, oui, mais plus dans sa version amateur, quoi. Enfin, je trouve que j'aime bien, c'est pour ça que je trouve que c'est formidable quand en Coupe de France, il y a un petit club qui arrive en quart ou en demi, même voir, enfin, c'est génial, parce que là, on voit vraiment toute la ville qui se déplace, et c'est vraiment les rencontres, c'est des gens qui croisent dans la rue en allant faire leurs courses. Vous croiserez jamais un joueur du PSG à l'Intermarché ou en allant faire leurs courses. Donc voilà, c'est plus pour la promotion des sponsors, peut-être. Mais en fait, ce sera ma dernière question, parce que vous nous avez déjà accordé énormément de temps. Du coup, vous êtes, je pense, du coup, pour le principe de la pénalisation pour le principe du fair play financier. Oui, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, quoi, donc je ne veux pas dire de. Christian, ouais. Ça me dépasse un peu, je n'ai pas vraiment étudié le problème, mais effectivement, il faut trouver des règles qui fassent effectivement qu'on arrive à réguler un peu cette course à l'argent, parce qu'effectivement, il n'y a plus de raison que ça s'arrête, quoi. Et bon, déjà, on voit dans le championnat de France, il y a des telles disparités que on peut déjà pratiquement, vu la qualité des joueurs, on peut déjà écrire le résultat, d'ailleurs c'est ce qui s'est produit, on peut pratiquement écrire le classement au mois de septembre, quoi, parce que donc c'est un peu dommage au niveau du sport, quand il y a trop de. On ne peut pas faire courir une Ferrari contre une 4L, quoi. Donc voilà. Enfin, quand on le fait, on sait qui arrive en premier, sauf s'il y a une panne ou un accident. Donc ça serait bien qu'il n'y ait que des 4L ou que des Ferrari et une comme ça relèverait le niveau sportif et l'intérêt et le suspense de la compétition. Oui,
Tout à fait. Eh bien, avant de nous quitter, je me permets quand même de passer une petite annonce parce que ce soir, je devais être auprès de M. Jean-Philippe Lustig pour le lancement de sa marque à la boutique donc de Georges Weah. Et bon, moi, je suis en direct de Rennes. Et c'est vrai qu'avec les grèves d'aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas pu m'y rendre. Donc, par intermédiaire de l'émission, je m'excuse auprès de M. Lustig que je n'ai pas pu venir et pour filmer la soirée d'inauguration de sa marque. Et bien, je vous remercie, M. Bruno Mazur. Et avant de nous quitter, je vous propose de finir avec un petit proverbe breton, hein, puisque je suis de Rennes, qui est celui qui a le bout de la langue tranchant, se doit d'avoir le bord de la tête dure. Voilà, bah c'est très bien. Très bien. Donc on vous remercie encore. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Mazur. Et puis, merci pour votre temps. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.